Madame, Monsieur, bonsoir. Énergie verte au menu de questions éco ce soir. Le 24 septembre dernier s'est tenu le dialogue de haut niveau sur l'énergie et ce, en marge de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. L'occasion pour le Maroc de rappeler, à travers son ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, l'inventivité énergétique du royaume sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nasser Bourita a affirmé, entre autres, que le Maroc a progressé nettement, d'ailleurs, sur l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il a également souligné que le Maroc vise à atteindre à travers une stratégie bas carbone une économie d'énergie de l'ordre de 20% et ce à l'horizon 2030. L'ambition est aussi de devenir un acteur clé dans la production d'hydrogène vert et aussi d'augmenter la part de la biomasse dans le mix énergétique et surtout de réussir une transition vers l'industrialisation énergétique. Parallèlement à ce dialogue de haut niveau sur donc l'énergie, le cabinet international de conseil en stratégie McKinsey & Company a publié une étude qui salue la croissance du secteur marocain des énergies renouvelables qui est déjà sur la voie pour explorer le potentiel de l'hydrogène vert. Alors pour commenter tout cela, j'accueille ce soir le professeur John Salami, directeur du département des sciences, des matériaux, de l'énergie et de la nanotechnologie à l'université Mohamed VI Polytechnique. Bienvenue à tous. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir depuis l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir le professeur John Salami. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes directeur du département des sciences, des matériaux, de l'énergie et de la nanotechnologie à l'UM6P. Donc on va parler bien sûr énergie verte. L'objectif 13 sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies est celui donc de la lutte contre les changements climatiques. Comment le Maroc, professeur Alami, comment le Maroc, faible pollueur, participe à l'atteinte de cet objectif? Bon, on sait très bien qu'en 2015, le Maroc s'est souscrit avec la communauté internationale au programme des objectifs de développement durable. Bien sûr, en souscrivant, si on considère l'intérêt large et profond que le Maroc porte depuis le début du millénium à l'environnement, aux énergies renouvelables, à l'éducation et en particulier à la recherche scientifique et l'innovation. Je donne des exemples. Le taux de scolarisation dans le secondaire collégial a atteint 92% en 2019. Le taux de couverture médicale a atteint près de 69% en 2019. La gestion de la pandémie, on sait tous que le Maroc a bien réussi. Donc, prenons tout ça en considération. L'engagement dans la réduction des émissions de greenhouse gases, gaz en effet de serre, de 42% aussi à l'horizon 2030. Donc, je pense qu'on doit constater que les 17 objectifs sont tous du développement durable, sont tous, ou plutôt forment en fait une des dimensions structurantes du modèle national de développement et en train de contribuer progressivement à l'ADN de ce modèle. Et si on devait parler de l'ADN d'une énergie moderne, durable, fiable et surtout, professeur, abordable, voilà. Oui. Donc, je pense aujourd'hui, donc il faut tout d'abord reconnaître, je pense, que le Maroc bénéficie d'un climat très favorable pour la production de l'électricité du soleil, qui est nécessaire pour la production du green hydrogène, par exemple. Le Maroc a un minimum de 450 heures par mois de soleil, ce qui se compare, par exemple, à un maximum de 200 heures par mois de soleil en moyenne au pays du Nord. Donc, il y a aussi une quantité considérable de vent, ce qui permet la production d'électricité à partir d'éoliennes. Donc, je pense que tout ça, c'est bien, mais il faut reconnaître que, par exemple, pour l'hydrogène, l'eau est une ressource bien limitée au Maroc. Et comme vous le savez, l'eau est aussi la source de l'hydrogène vert. Donc, il faut absolument innover dans la technologie de désalination, la technologie d'électrolyse,
la rendre plus efficace, par exemple, développer davantage l'électrolyse de l'eau saline. Et donc aujourd'hui, il y a des programmes de recherche nationaux, et par exemple à travers la chaire de l'énergie durable de l'Université Mohamed VI Polytechnique et d'autres actions internationales qui financent ce genre de recherche et qui devront contribuer à réaliser des solutions innovantes dans ce domaine. Donc, à mon avis, l'hydrogène reste quand même un pilier très important dans les efforts que le Maroc est en train d'entretenir pour réaliser ses objectifs de développement durable. Alors justement, quand on parle d'hydrogène vert, est-ce que l'utilisation de l'hydrogène vert reste abordable par rapport aux autres énergies renouvelables, professeur Alami ? Je parle de coût ici, donc par rapport au coût de la production d'énergie à travers l'hydrogène vert. Nous reviendrons aussi sur cette question centrale par rapport à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie via l'hydrogène vert. Mais tout d'abord, parlons coût. D'accord, donc il faut quand même se poser la question tout d'abord de combien d'hydrogène vert est produit aujourd'hui. Donc, alors, pas grand-chose. Dans le grand schéma des choses, l'hydrogène vert représente actuellement moins de 1% de la production annuelle totale d'hydrogène, selon McKinsey, le rapport dont vous avez parlé. Mais on prévoit une production en plein développement dans les années à venir. Le pipeline de projets d'électrolyseurs, par exemple, à hydrogène vert, a presque triplé au cours des 5 mois précédents, avril 2020. Donc, pour atteindre les 8,2 gigawatts. Cette hausse a été principalement due à une augmentation des déploiements d'électrolyseurs à grande échelle, avec 17 projets prévus pour avoir 100 mégawatts ou plus de capacité. Ça, on parle au niveau international. Donc, le problème reste quand même, il y a des challenges. Le problème, c'est le coût, tout d'abord. Vous l'avez mentionné, l'hydrogène vert est encore cher à produire. L'Agence internationale de l'énergie a évalué le coût de l'hydrogène vers $3 jusqu'à $7,5, dépendant bien sûr de la technologie utilisée et l'accessibilité à différentes sources naturelles, contre, par exemple, 80 cents, plutôt $0,9 à $3,2 pour la production utilisant le réformage du méthane à la vapeur. Donc, en fait, l'analyse de rentabilisation de l'hydrogène vert nécessite de très grandes quantités d'électricité renouvelable bon marché, car une bonne quantité est perdue dans l'électrolyse, donc dans le process technologique. L'efficacité de l'électrolyseur aujourd'hui varie normalement entre 60 et 80%, et bien sûr, on doit aller vers des valeurs beaucoup plus grandes pour pouvoir atterrir à un prix qui est raisonnable. Donc aujourd'hui, le coût, c'est un problème. Et je pense que ce n'est pas seulement le coût, c'est aussi le stockage et le transport. Théoriquement, il y a beaucoup de choses utiles que vous pouvez faire avec l'hydrogène vert. Vous pouvez l'ajouter au gaz naturel et le brûler dans des centrales thermiques ou de chauffage urbain, par exemple. Vous pouvez l'utiliser comme précurseur d'autres vecteurs énergétiques, de l'ammoniac, pour les fertilisants, par exemple, aux hydrocarbures synthétiques, ou simplement pour alimenter directement les piles à combustible dans les voitures et les voitures. Mais le principal problème reste quand même, pour satisfaire tous ces marchés potentiels, c'est d'acheminer l'hydrogène vert là où il est nécessaire. Le stockage, donc, devient un problème très important, et le transport du gaz hautement inflammable n'est pas facile. Donc, il faut prendre beaucoup de place et à l'attitude de rendre les tuyaux et les soudures en acier fragile, on risque bien sûr de créer de problèmes majeurs dans ce process par exemple, de transport. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de recherches à faire et développement pour pouvoir bénéficier de cette ressource naturelle qui est très très propre.
Justement, professeur John Sahalami, nous y reviendrons. Nous reviendrons à ce volet très central, et d'ailleurs vous représentez justement ce volet recherche. Mais il y a cet autre élément, cet autre défi à surmonter par rapport à l'utilisation de l'hydrogène vert, c'est celui de l'eau. En sachant bien sûr que c'est un défi en soi pour un pays comme le Maroc. Comment répondre à ce challenge par rapport à l'utilisation de l'eau? Vous avez évoqué à juste titre la désalinisation de l'eau de mer, mais encore une fois, cela peut représenter un coût supplémentaire pour la production de cet hydrogène vert. Est-ce que vous partagez cet avis qui a été soulevé par nombre d'observateurs? Je suis tout à fait d'accord que l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un défi à résoudre. Mais bien sûr, si on arrive à faire l'électrolyse de l'eau saline, il y a beaucoup de recherches là-dessus aujourd'hui. Ça résout le problème parce que c'est question d'une électrolyse avec l'eau saline qui est très abondante. Donc, l'eau est un problème aujourd'hui si on parle de production énorme d'hydrogène, et la désalination peut être une étape dans une série de solutions dont on a besoin d'innover et de produire, mais aussi une électrolyse directe de l'eau saline qui a aussi ses défis, mais bien sûr, je pense que aujourd'hui on parle de plusieurs millions, peut-être des milliards de dollars qui sont investis dans la recherche et le développement de ce secteur, et je suis sûr que dans les années prochaines, on va pouvoir proposer des solutions qui sont adéquates pour résoudre ce problème. Voilà. Est-ce que vous pensez que le potentiel est estimé à juste titre? En d'autres termes, professeur Alami, avant de parler de recherche et développement, est-ce que vous pensez que l'hydrogène parviendra réellement à décarboner la planète? Hydrogène vert, bien naturellement, parce on fait le switch entre hydrogène gris vers l'hydrogène vert. Exactement. Bon, je pense que ça sera l'un des piliers d'une solution globale, d'une solution où un énergie mix favorable peut être développé. Mais je pense que l'énergie mix qu'on va réaliser doit quand même répondre à la stratégie énergétique nationale, dans le cas du Maroc, et aussi d'accompagner le développement et les besoins techniques de ce secteur. Donc, ça rend le mix énergétique une question de cas par cas, pays par pays, mais aussi une question qui doit être revisitée continuellement au fur et à mesure des innovations technologiques et des réalités du marché. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un effort énorme. Le Maroc s'inscrit complètement pour innover, pour trouver des solutions qui vont nous permettre. L'électrolyse ou la production d'hydrogène aujourd'hui, c'est connu, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais pour produire des volumes énormes de cette matière, il faut quand même des solutions qui sont un peu plus élaborées. Donc, au fur et à mesure des innovations technologiques et des réalités du marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin de toutes sortes de sources d'énergie au futur. Ça, c'est clair. On ne peut pas dire que l'hydrogène sera 80% de la solution future de l'énergie, ce n'est pas possible. Donc c'est notre responsabilité de renforcer les efforts de recherche et de développer des innovations, renforcer les clusters existants et futurs sur l'hydrogène pour avoir des mix énergétiques favorables et qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Voilà. Selon votre expérience et vos recherches, comment voyez-vous ce mix énergétique optimal pour le cas Maroc, par exemple, professeur Alami? Je pense qu'il faut bénéficier absolument. Donc, dans le cas du Maroc, il faut voir qu'est-ce qu'on a comme atout, qu'est-ce qu'on a sur la table. On a du soleil, on a beaucoup de l'eau saline. Il y a la possibilité de produire
de l'électricité, qui est très important pour l'électrolyse. Il y a bien sûr les éoliennes aussi. Pour le Maroc, ça doit être bien sûr une solution qui prend en considération les réalités du pays et les réalités de l'environnement du pays aussi. Bien sûr, donc je pense qu'aujourd'hui, les différentes solutions ils sont vraiment cas par cas et pays par pays. Pour le Maroc, je pense que c'est le photovoltaïque, c'est tout d'abord de produire de l'électricité et puis utiliser cette électricité pour l'électrolyse, pour produire de l'hydrogène. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même continuer à innover dans des solutions d'électrolyse pour la rendre beaucoup plus efficace, mais aussi trouver une solution adéquate pour la question de l'eau. Très bien. Et il y a aussi cette question que vous évoquiez tout à l'heure, et vous-même opérez des recherches dans ce sens. Il s'agit du stockage de l'énergie électrochimique notamment, mais pas que. Vous avez cité aussi ce défi, ce challenge de stocker l'énergie produite à travers l'hydrogène vert. Quelles sont les recherches qui sont aujourd'hui menées dans ce sens au niveau de votre département à l'Université Mohamed VI Polytechnique? Aujourd'hui, en ce qui concerne l'énergie, il y a tout un programme au niveau des différents départements qui est appliqué au niveau département, mais aussi il y a une chaire sur l'énergie durable. Donc je peux citer quelques exemples. Il y a l'électrochimie, bien sûr, le stockage d'énergie dans des batteries. Et ça, c'est une recherche qui est assez développée aujourd'hui. On est très fiers de collaborer avec, par exemple, l'OCP pour le développement de certains matériaux où le phosphate est utilisé pour, par exemple, les cathodes d'une batterie. Et puis, il y a le travail. On travaille aussi sur des solutions pour le stockage de l'hydrogène, le stockage solide en particulier, qui est très intéressant. Encore, on n'est pas à un niveau qui est très avancé parce que c'est un domaine qui est un peu nouveau, mais le stockage solide de l'hydrogène et aussi le stockage liquide, ça veut dire liquéfication de l'hydrogène. Ça, c'est des sujets de recherche. On travaille aussi sur le photovoltaïque, ça veut dire des matériaux nouveaux. On parle en particulier des perovskites. C'est des matériaux qui sont très abondants et sur quoi on travaille pour développer des solutions qui peuvent peut-être être compétitives dans le futur en ce qui concerne la génération d'électricité à partir du soleil. Donc il y a des programmes, on investit beaucoup sur la recherche avec des partenaires nationaux et internationaux. On travaille en collaboration avec eux pour développer des solutions qui vont certainement bénéficier du pays, mais pourquoi pas la région et être à la disposition de la communauté internationale en ce qui concerne le développement de solutions et le développement de la recherche en général. Très bien. Alors, bien sûr, il y a cette question de décarbonation, professeur Alami, et le fait que ces solutions dont vous venez de parler soient aussi à destination de ce monde industriel. Comment, selon vous, établir une bonne collaboration entre le monde universitaire que vous représentez et le monde industriel qui, dans un avenir très proche, sera mené à décarboner, si ce n'est entièrement, sa production pour répondre aux exigences de ses partenaires commerciaux? Très bonne question. Je pense ça, c'est un domaine qui est critique, je pense, pour le développement du secteur énergie au Maroc. On a absolument besoin de travailler ensemble, les industriels et les chercheurs, pour pouvoir développer ce secteur. Pourquoi? Parce que la recherche fondamentale, c'est bien. Ça nous permet de comprendre les matériaux au niveau atomique, et au niveau micro et tout ça, les mécanismes de formation de matériaux aussi. Mais pour l'appliquer, il faut quand même avoir une vision très très claire. Ça veut dire, la recherche quand même, c'est quelque chose qui est très cher aujourd'hui. On a besoin de beaucoup d'équipements,
de pointe qui rend la chose un peu pas à la portée de tout le monde. Ça veut dire que les moyens qu'on a aujourd'hui doivent être focusés pour des applications pour un impact réel, économique et industriel. Donc, je peux citer par exemple des exemples. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau de l'UM6P, c'est d'impliquer les industriels dans nos recherches. Ça veut dire on travaille en collaboration, impliquant des étudiants doctorants ou masters, travaillant sur un sujet qui intéresse l'industriel et qui va bien sûr résoudre un problème réel pour cet industriel. Et donc, en travaillant ensemble, on est en train de faire de la recherche qui a un impact direct sur cet industriel. Et on est progressivement en train d'approcher une situation où l'industriel devient un partenaire indispensable pour la recherche qu'on fait ici à l'université. Donc, c'est une sensibilisation des industriels. En même temps, on est en train de réaliser des choses qui ont un impact sur la société et l'économie. Peut-être un exemple ou deux du genre d'industrie qui font justement appel à ce volet recherche et développement auprès de vous. Oui. Honnêtement, c'est très vaste. Donc, je peux commencer avec l'automobile, l'industrie automobile aujourd'hui. Il y a un besoin pour, en particulier, le traitement de surface. Donc, le traitement de surface, des outils qu'on utilise aujourd'hui pour la fabrication des différentes composants de la voiture. Donc, ici, on est en collaboration avec des industriels de la région de Tanger, mais aussi avec le CITIEV, l'industrie plutôt le ministère de l'Industrie. Donc, pour pouvoir développer des solutions, il y a déjà des résultats qui sont très encourageants. On travaille avec des PME, avec des petites sociétés ou moyennes sociétés qui s'intéressent à l'extraction, plutôt la purification de certains déchets. Et ces industriels, ils ont déjà un marché national, mais ils veulent grandir, ils veulent développer des solutions plus pertinentes avec une valeur ajoutée plus importante. Donc, on travaille ensemble sur ça, sur l'extraction des métaux, la purification de certains produits. Je ne peux pas parler vraiment beaucoup en détail, mais il y a aussi, on travaille aujourd'hui avec Mazen aussi pour des solutions qui sont liées à l'énergie en particulier. Donc, je pense que c'est vraiment les industries les plus importantes aujourd'hui au Maroc, mais ça ne veut pas dire qu'on va travailler avec un grand industriel et pas les moyens et les petits, parce que c'est eux qui ont vraiment besoin de certains supports en ce qui concerne la recherche, le développement, surtout des questions liées au prototypage, le scale-up et tout ça. Donc, Et c'est surtout l'essentiel du tissu entrepreneurial marocain, de ces petites et moyennes entreprises. Encore une fois, je vous réitère mes remerciements, professeur John Salami, directeur du département des sciences, des matériaux, de l'énergie et de la nanotechnologie à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, donc c'était question éco spéciale énergie verte. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.